Les tempérants. Livre 3. Réflexion culturelle pour la paix. Faire comprendre à la raison ce que le cœur sait déjà. Bernard Garde. Auto-édition en téléchargement gratuit sur le site https://bernardgarde-lestempérants.com. Copyright 2024 par Bernard Garde. Tout droit réservé. Dépôt légal. Deuxième trimestre 2024. À vous-même et pour nous tous. La connaissance rend complémentaire ce que l'ignorance croit incompatible. Réflexion culturelle 1. La tempérance. Les nombreuses réflexions déjà développées, en accompagnant la traversée d'un océan Pacifique à l'appellation trompeuse, ont permis de définir de façon universelle, donc aussi objectivement qu'il se peut à ce stade, les conditions socio-économiques les plus générales de la paix et de la justice qui vont de pair avec une démocratie effective, autrement dit délodiste, tandis que l'analyse de l'interdépendance des faces sociales et économiques des sociétés humaines reconstruisait simultanément la complémentarité de ces deux côtés faussement opposés de la pyramide sociétale, par le biais des concepts clés d'unité minutaire et de partition-répartition minimum-maximale. Il reste donc à compléter l'observation de cet édifice par sa quatrième face, proprement culturelle, en relation constante avec les observations des deux livres précédents, à la façon de la résolution d'un casse-tête ludique dont les segments de bois aux formes biscornues à souhait compliquent la tâche en traversant de part en part un objet rebelle en 3 dimensions. Dès lors, la finalité qui incombe à ce livre 3 consiste à définir les conditions de la paix et de la justice dans la dimension culturelle correspondant aux innovations politiques et socio-économiques qui ont précédé, afin d'en apprécier la teneur spécifique et les apports éventuels vis-à-vis des réalités sociétales d'aujourd'hui. Le champ fleuri à butiner est certes trop vaste pour une abeille piètrement outillée, mais fort heureusement, il sera suffisant de couvrir l'essentiel des dimensions culturelles impliquées, en adoptant une perspective résolument universaliste propre à libérer l'observation des contingences historiques locales, pour à la fois établir et anticiper les implications du délodisme bi-économique et de la pensée tempérante correspondante sur l'histoire à venir. À la façon empirique de tout artisan ou scientifique, et comme pour les volumes précédents, il faut d'abord se satisfaire de la contrainte d'un outil plus ou moins préconçu, en cohérence avec le but recherché, ce qui suppose de définir à minima les caractéristiques culturelles de la pensée tempérante, au moins telle qu'elle apparaît déjà en filigrane tout au long des 2 premiers livres de ces réflexions, avant de pouvoir en dégrossir ou affiner la philosophie correspondante au fil des prochaines explorations, tandis que par défaut, les exemples éventuels concerneront inévitablement le cas français, du moins tel que subjectivement ressenti par l'auteur. En termes de croisière hauturière, pour conserver l'image d'une pensée volontairement distanciée des continents sur lesquels se poursuit l'histoire tumultueuse de l'humanité, et à partir de la zone nord-ouest du plus vaste océan tout juste traversé, le cap est désormais fixé au sud-ouest, jusqu'aux côtes de l'Afrique orientale, berceau de l'humanité et des premières sociétés humaines d'envergure, en longeant pour cela les civilisations culturellement très développées de l'Extrême-Orient et de l'Orient, pour virer ensuite en direction du Nord et du Moyen-Orient via le raccourci géographique volontaire du canal de Suez afin de terminer notre boucle planétaire par la Méditerranée. Même si d'autres cultures complexes et raffinées ont bel et bien fleuri partout où la vie humaine est possible, force est de remarquer à quel point ces derniers segments de navigation se fondent idéalement à l'objectif prioritairement culturel des chapitres à venir, puisqu'il semble scientifiquement acquis que l'aventure des humains, depuis son berceau africain et ses toutes premières sociétés élaborées, s'est développée sans discontinuer jusqu'à se répandre sur toute la planète, et particulièrement sur le plus vaste des continents, attestant le lien direct entre la richesse culturelle et le développement politique autant que socio-économique des civilisations du passé, dont les contacts ont transmis la flamme du progrès culturel de siècle en siècle jusqu'à nos jours. Car si de rares sociétés humaines, avancées mais trop isolées, ont probablement disparu sans transmettre à d'autres groupes humains leur héritage matériel ou philosophique, les innombrables contacts intersociétaux, favorisés par la curiosité, l'ambition ou le simple commerce,
se sont toujours doublés d'échanges culturels d'une formidable synergie, dont l'histoire a fini par extraire peu à peu toute la quintessence, nonobstant les apparences conflictuelles propres à chaque époque. Sous le terme de culture, il faut comprendre l'ensemble des savoirs et des savoir-faire élaborés et transmis par une société humaine tout au long de son histoire, ainsi que les multiples rouages structurels qui encadrent leur évolution permanente, bien au-delà des dimensions principalement artistiques et patrimoniales qui relèvent d'un ministère particulier, ce qui suppose d'inclure dans ces réflexions des éléments aussi variés que les us et coutumes dérivés de la tradition, l'éducation familiale, l'enseignement et l'apprentissage, les médias sous toutes leurs formes, l'ensemble des arts, des sciences et des techniques, ainsi que les valeurs idéologiques, religieuses ou philosophiques. D'une manière ou d'une autre, ces multiples paramètres culturels concernent le progrès intellectuel et moral d'une conscience humaine en constante évolution, le cœur même du processus d'humanisation par la connaissance et la raison, tandis que le sommet de la face pyramidale qui lui correspond touche jusqu'aux limites de la religion et de la philosophie sans jamais pouvoir totalement expliquer, ni dès lors exclure, le mystère suprême et proprement divin de l'existence. 1. De la violence à la tempérance. Avant même de pouvoir définir positivement la tempérance qui va de pair avec le délodisme bi-économique, autrement dit la paix civile et la justice sociale maximale, force est de constater d'abord, à l'instar de Thomas Hobbes, que l'état de nature est toujours assimilable à la loi de la jungle et au règne du plus fort via toutes les formes de violence possibles. Mais loin de suivre ce philosophe jusqu'à la conclusion que seul un pouvoir absolu et royal peut imposer l'ordre et la paix, il est tout aussi nécessaire d'observer qu'à l'inverse, l'évolution historique à long terme des sociétés les plus avancées se fonde sur l'approche laborieuse d'un idéal démocratique plus que jamais indispensable à ses finalités. Précisément, les 2 volumes qui précèdent ces réflexions culturelles ont permis de définir les conditions minimales d'une réelle démocratie, principalement directe et locale, pétitionnaire et référendaire, tout en offrant aux citoyens accomplis de l'avenir les moyens techniques d'en remplir les conditions socio-économiques grâce à la partition-répartition bi-économique et minutarisée et sa garantie citoyenne et minimale d'un revenu universel, revenu dont la proportion sociétale objective devrait se voir bientôt fixée par le 4e et dernier volet de cette recherche. La violence qui plombe littéralement l'histoire humaine depuis ses origines, tantôt réglementée sur de fausses bases et maladroitement contenue en temps de paix, tantôt dangereusement libérée en temps de crise ou de guerre totale. Cette même violence qui déséquilibre les comportements individuels les plus quotidiens, tout comme la cohérence des rouages sociétaux à cause des excès que notre pesanteur naturelle concurrentielle favorise toujours par défaut, constitue le seul et véritable ennemi public numéro 1, commun à tous les êtres humains, responsable direct du malheur et de la souffrance, en lieu et place du bonheur et du bien-être, auxquels aspire plus ou moins consciemment chaque nouvelle génération dans sa tentative de reconstruction sociétale. La trame philosophique qui tisse la toile de fond du délodisme bi-économique est intrinsèquement tempérante, c'est-à-dire résolument équilibrée et pacifique, donc à l'opposé de toutes les violences jusqu'à présent endurées par l'humanité. C'est une non-violence systémique et non pas une anti-violence sporadique et réactive dont le risque inhérent est d'adopter les défauts symétriques de l'extrême à combattre, car le propre d'un cadre et d'un mode de vie devenu bientôt délodiste et bi-économique sera de rendre structurellement impossible l'apparition des déséquilibres induits par toute violence vitale, d'étouffer dans l'œuf la genèse même des abus qui caractérisent cette déviance illégitime, de vacciner de facto le corps social face au virus comportemental, que représente encore l'arrogance bestiale de la moindre surdomination, ou domination indue. Le contraire de la violence multiforme qui empoisonne nos vies et nos sociétés n'est donc pas la contre-violence de révoltes épisodiques, ni même la lutte permanente de contre-pouvoirs en tension aussi précaire que stressante, telle qu'apparaît la complexité inopérante des institutions redondantes, procédures et autres lois rustines qui colmatent en vain les brèches congénitales de nos demi-sociétés, du fait que ces dernières résultent
de la violence du plus fort à travers la verticalité descendante, voire condescendante, de pouvoirs minoritaires largement abusifs. Quel que puisse être son contexte et son échelle, la violence apparaît sitôt que le moindre abus d'autorité ou de pouvoir s'exerce sur telle ou telle personne, au sens précis de ce qui a déjà pu être défini politiquement et plus encore socio-économiquement dans les livres 1 et 2 qui précèdent. La violence est donc foncièrement intempérante, puisque l'excès qui la caractérise engendre aussitôt un embryon d'injustice sous la forme d'un privilège objectivement infondé qui ne demande qu'à grandir et s'enfler aux dépens d'un nombre toujours croissant de victimes via la réaction en chaîne d'une contagion virale tôt ou tard destructrice pour l'ensemble sociétal. Dès l'échelon élémentaire d'un individu, même totalement isolé, tout excès, un tant soit peu chronique, se transforme déjà en une violence préjudiciable contre soi-même, une forme de suicide masochiste ou de vie à rebours du bien-être que seul l'équilibre de la tempérance peut en réalité procurer. C'est bien le cas en matière de drogue, quel que soit le support concerné, mais aussi d'alimentation, de vie sexuelle ou de sport, entre maints autres supports prétextes possibles, sans oublier au passage les dépendances psychiques obsessionnelles d'un morbide circuit fermé sur fond d'isolement nombriliste, ni les dégâts si ravageurs de certaines addictions mystiques exacerbées. Que dire dès lors des risques d'abus que toute cohabitation ou contact avec autrui peut susciter, que ce soit dans le cercle familial ou social, avec ses effets induits d'entraînement, de comparaison et de jalouse compétition, tandis qu'à l'échelon sociétal, les enjeux de pouvoir s'en trouvent centuplés. Force est ici de constater que le risque de violence par excès comportemental est inhérent à tout être vivant et finit par atteindre des proportions gravissimes en relation directe avec l'accroissement des savoirs et des techniques propres à chaque culture, alors même qu'au plus profond de la vie de chacun, la seule sécurité recherchée est celle de la sérénité et de la tranquillité que procurent la justice et la paix, ne serait-ce que minimale ou vitale. À cette noble fin, et pour l'apaisement généralisé de la suite de notre histoire humaine, les 2 premiers tomes des Tempérants offrent leurs solutions complémentaires et désormais réalistes, sachant que c'est en construisant par la raison le cadre historiquement artificiel d'une société délodiste et bi-économique que l'on pourra respecter et dépasser les contraintes objectivement naturelles de notre double nature, seule façon d'affranchir nos comportements excessifs de la pesanteur qui les dicte contre notre propre intérêt, tant individuel que collectif. Car c'est toujours le contexte ou l'environnement naturel et sociétal qui induit les abus comportementaux des individus, faute d'établir ensemble une règle du jeu équitable sur l'essentiel. Le paradoxe étant que, depuis toujours, il est crucial pour la paix de s'entendre collectivement sur le cadre sociétal déterminant nos comportements individuels, alors même que la moindre volonté ou action consciente n'existe au départ qu'au plus petit échelon de chaque individualité. La tempérance n'est pas pour autant un état de béatitude statique déconnecté de la vie, tel que la posture d'un orant en prière permanente, puisque la moitié de notre nature implique aussi l'aventure individuelle d'activité et de prise de risque dans le contexte toujours concurrentiel d'une forme ou une autre de domaine privé. La liberté d'initiative la plus individuelle suscite un mouvement bénéfique, une indispensable dynamique sans laquelle l'avènement de toute civilisation avancée serait impossible, faute de progrès et d'innovation. Pour autant, la tempérance suppose le respect d'un juste équilibre, d'une limite précise, au-delà de laquelle la libre initiative devient abus de pouvoir, via l'asservissement d'autrui, quelle que soit la forme subtile ou indirecte que cette déviance puisse revêtir. Et l'on sait désormais comment synthétiser cette équation. Une sincère volonté de tempérance peut certes s'envisager à l'échelon individuel, voire dans le meilleur des cas vis-à-vis de l'entourage le plus proche, à condition d'avoir les moyens de se protéger des contextes plus élargis via une bulle d'autonomie frisant l'autarcie la plus totale. Mais en réalité, l'heureuse contagion d'une telle attitude sera toujours vaine face à l'emprise de l'environnement sociétal, tant que celui-ci ne pourra pas offrir les conditions démocratiques d'une égalité minimale effective à la fois politique et sociale, via le délodisme bi-économique.
La violence inhérente à l'histoire humaine, comme à chaque vie terrestre, doit donc être tempérée dans ses justes proportions, à l'image déjà répétée de la cour de récréation et de son préau, tandis que la juste répartition d'activités et d'espace que cette tempérisation suppose n'est possible que collectivement sous la seule forme d'une constitution intégrant les 4 faces pyramidales. Sans cet indispensable bornage de proportionnalité librement consenti dans l'intérêt enfin bien compris de tous et de chacun, par la prise en compte intelligente de notre double nature, le mélange confus des intérêts privés et publics suscitera sans fin les abus observables jusqu'à ce jour. Or, tout excès devient une violence illégitime dès lors que ses conséquences négatives sont, ne serait-ce que partiellement, subies par autrui, et l'injustice objective qui en découle s'avère intolérable aussitôt qu'elle porte atteinte aux droits et devoirs citoyens vitaux, matériels et culturels, tels que les mentalités majoritaires peuvent seules définir ceux-ci au gré des évolutions sociétales. La violence se nourrit de tout déséquilibre excessif et permanent, aboutissant à une interdépendance inégalitaire systématique qui fausse les règles du jeu que suppose la moindre concurrence loyale. De fait, la lutte décente que peut représenter une saine concurrence à armes égales dans un cadre socio-économique légalement cohérent constitue un atout essentiel du progrès, à condition que les entrepreneurs concernés soient assujettis aux mêmes contraintes sociales, fiscales et réglementaires, ce qui est tout sauf le cas de la mondialisation sauvage actuelle. Suivant le principe financier bien établi selon lequel la mauvaise monnaie chasse la bonne, il est bien vrai que la concurrence la plus loyale, fondée sur la qualité des produits et services, la créativité et la motivation partagée de tous les acteurs d'une même entreprise, est impitoyablement sacrifiée sur l'autel de la logique financière mondialisée, sur fond de dérégulation et de dumping généralisé. Tout cela instaure une violence systémique, violant précisément les fondements de la moindre cohérence sociétale, hypocritement déguisée en habit de progressisme planétaire, dont la perspective illusoire d'une gouvernance mondiale impossible du point de vue démocratique trahit un mensonge tout aussi énorme que celui de l'unification politique européenne. La violence concurrentielle si caractéristique du secteur privé ne devient entièrement bénéfique, positive, vertueuse et justifiée qu'en respectant la fameuse proportion minimum-maximale de la contribution universelle au domaine public, pour ne s'appliquer dès lors qu'au non vital, avec en prime l'avantage assuré d'éviter simultanément le superflu et le gaspillage. Or, cette indispensable canalisation ou tempérisation des énergies individuelles ou associées, la violence négative de l'abus de pouvoir privé prendra toujours l'ascendant sur la cohésion sociétale, séparant paradoxalement ces deux domaines si complémentaires à force de les mélanger et de les corrompre, jusqu'au risque inévitable d'ouvrir toutes grandes les vannes de l'extrémisme, sous main déguisement ou autre prétexte possible. Pour reprendre l'image ici révélatrice d'une balance de Roberval, il est certain qu'à minima, la société délodiste et bi-économique permettra enfin de rapprocher les deux plateaux sociétaux en un contact filtrant suffisamment stabilisé, sans que la dynamique de l'évolution à venir ne puisse à nouveau les séparer et les éloigner en un grand écart toujours plus schizophrénique, tandis que la communauté historique ainsi pacifiée sera tout à la fois une et double, selon la nature existentielle et objectivement paritaire du binôme individu-société. On comprend mieux à quel point l'absence de cette paradoxale frontière soudure interdomaniale explique tous les échecs sociétaux et toutes les violences absurdes de l'histoire monosystémique, avec leur triste lot de sueur et de sang, pour ne pas dire d'innocents. Car, encore à ce jour, le pourrissement des pyramides sociétales déchire les humains en tant que groupe autant qu'en termes d'équilibre individuel, au travers d'une absence quasi totale de liberté de choix concernant en particulier le panachage entre le temps et l'argent, et l'extrémisation systémique qui en découle aussitôt nourrit de violences quotidiennes les déséquilibres grandissants qui mènent de la fausse paix à la vraie guerre, en passant par la militarisation progressive de tous les uniformes possibles, sous couvert d'idéologie, de pseudo-religion et autres intolérances croissantes. Ainsi, la violence dérive-t-elle principalement de la frustration induite par l'éloignement des deux plateaux sociétaux
jusqu'à la rupture de l'ensemble, au point que la culture, tous médias confondus, finit par vénérer à nouveau les symboles visuels de la force policière ou militaire au fil de la conversion des marchés en économie sécuritaire, sur fond de privation généralisée des libertés citoyennes, pour faire face, en totale inanité, à la délinquance croissante de la société. Or, s'il est vrai que la force est a priori une respectable qualité, elle n'est qu'une marque de faiblesse et d'impasse quand elle s'exerce en violence, et ce, à plus forte raison lorsque sa légalité historique n'est pas objectivement légitimée. À la façon d'un bodybuilder disproportionné, notre Léviathan se mue à terme en un gigantesque robot nourri de déshumanisation, alors même que la seule véritable force incontestable ne peut provenir que de la majorité citoyenne, en s'appliquant de façon décentralisée, sur la base de débats de fond rendus suffisamment transparents pour inclure tous les points de vue. Faute de connaître encore une telle évolution, la force publique et l'autorité qu'elle représente perdent chaque jour un peu plus de leur légitimité, aux grandes dames de la conscience des personnels qui en ont fait leur métier. Le cercle vicieux qui s'installe dès lors s'aggrave en spirale descendante, aux antipodes de toute construction démocratique, en faisant le lit des idéologies les plus dangereuses, et l'impasse socio-économique contagieuse qui va de pair ouvre la voie à toute forme de séparatisme exacerbé, la population ou ses gouvernants s'inventant un ennemi intérieur ou extérieur, selon qu'il s'agit alors de conflits civils ou internationaux. Quel que soit le cas, les belligérants sont bernés, aveuglés par la même domination abusive et docilement menés au bain de sang comme des moutons à l'abattoir, via un endoctrinement culturel en tout point équivalent à un abus de pouvoir toujours minoritaire, pour le seul profit de leaders déjantés assoiffés d'argent ou d'ambition égoïste. Loin d'être un révélateur de force utile, la violence individuelle ou collective est l'expression de l'échec le plus total, de l'impossibilité de communiquer positivement, autant que de la peur la plus bleue de quelque puissance illégitime face aux justes revendications majoritaires, sa recrudescence périodique, visible à travers de multiples formes de réarmement, trahissant la tétanisation des rapports socio-culturels, la paralysie du corps politique, la fermeture sectaire sur l'entre-soi, pour ensuite aboutir à la rigidité cassante des blocs d'une pyramide devenue difforme avant de s'effondrer en une multitude de sous-communautés. Comment douter dès lors des bienfaits à venir de la tempérance sociétale, devenue enfin possible par le délodisme bi-économique, c'est-à-dire la démocratie rendue socialement effective, a fortiori lorsque l'on sait que cette tempérance préservera à égalité les deux facettes de notre identité, tant individuelle que collective? C'est par cette tempérance bien comprise et scientifiquement objectivée que les conditions de la paix civile seront pour la toute première fois établies en installant le repère universel du minimum-maximum et de sa partition-répartition interdomaniale, tandis que l'équilibre ainsi atteint sera structurellement maintenu pour l'entière suite de l'histoire grâce à une constitution enfin complète intégrant les 4 faces pyramidales jusqu'à la dimension culturelle à développer dans les chapitres qui vont suivre. La violence, en tant que seul mode relationnel opératoire dicté par la pesanteur concurrentielle de l'existence depuis nos plus lointains ancêtres, trouvera bientôt, en même temps que sa juste place sociétale dûment proportionnée, les conditions de sa positivation, puisque sitôt cantonnée au secteur privé du domaine privé, elle ne conservera que les côtés les plus vertueux et créatifs de la liberté d'entreprendre, y compris dans le domaine culturel. C'est de cette façon que, par la clarification définitive de la frontière soudure interdomaniale, la nature même des activités futures filtrera spontanément les initiatives les plus pacifiques, sans plus jamais voir la société, dans ses échanges de biens et services, dériver vers le gaspillage mortifère d'une fausse sécurisation pour soi-disant répondre à la violence qu'elle engendre elle-même. Tel sera donc l'apport le plus essentiel du délodisme bi-économique via l'avènement de la tempérance en lieu et place de la violence, en tant que résultat pérennisé d'une justice systémique minimale, propre à garantir la paix. 2. Tempérance et binarité, dualité. Pour définir plus constructivement la tempérance délodiste et bi-économique bien au-delà d'une simple non-violence, en soulignant au passage la force sereine qu'elle pourra gagner grâce à son enracinement démocratique
Quadridimensionnel, on peut proposer le terme approprié de biminimalisme, dont la teneur exacte permettra de mieux apprécier la puissance paradoxale de la paix et de l'équilibre que sous-entend ce concept, en tant que versant culturel des innovations politiques et socio-économiques précédemment exposées. La toute première syllabe du terme proposé permet de souligner la binarité fondamentale de l'existence, comme de toutes les situations de choix que propose la moindre expérience vécue. Même si l'on peut à juste titre regretter les débats et conflits d'idées trop binaires qui ont pour résultat l'effet pervers de bloquer une communication jusqu'à la violence verbale la plus caricaturale, force est de constater que, d'une façon ou d'une autre, tout semble s'organiser ou se différencier de façon binaire ou duale, à l'image du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, du bien et du mal, et ainsi de suite. De la même façon, lorsqu'il s'agit de choix, la concurrence entre les diverses options disponibles au départ de la moindre réflexion sélective se résume tôt ou tard en une finale le plus souvent réduite aux deux dernières possibilités, selon un indispensable processus d'élimination préférentielle, au sens étymologique du terme de discrimination, sauf bien sûr lorsque les aléas du contexte s'imposent en réduisant précisément notre libre choix à une obligation. Il semble donc que la nature même de l'existence, tout comme le processus discriminatoire de n'importe quelle décision orientant la vie, implique une binarité en tout point inséparable de la réalité évolutive de l'univers, y compris s'agissant des charges négatives et positives des particules qui constituent l'atome, et jusqu'aux inventions humaines les plus récentes, comme l'atteste si bien le couple de base 0,1 définissant le langage informatique. Quelle que soit la complexité des structures finales obtenues au fil du temps dans l'espace visible et concret, aussi bien qu'au cœur de la conscience, cette binarité s'apparente peu ou prou à une dualité évoquant un duel final entre deux options qui semblent le plus souvent s'opposer au travers de leur différenciation concrète ou intellectualisée, objective ou subjective. Qu'il s'agisse là du choix d'un étudiant quant à son orientation professionnelle, d'un jeune couple qui hésite entre les options typiques de location ou d'achat d'appartements ou de maisons individuelles, de retraités cherchant à composer un certain équilibre entre leur résidence principale et secondaire, ou d'un skipper optant pour la meilleure amure selon le vent, tout semble décidément pouvoir se résumer aux avantages et aux inconvénients inversés de deux options finales, via les opinions qui les sous-tendent. Le tome 2 des Tempérants corrobore plus que jamais cette loi ou ce principe de binarité, sur la base fondamentale de l'inévitable couple individu-société, jusqu'à présent infernal, tandis que la partition interdomaniale a pu se fonder historiquement sur la réalité des secteurs privés et publics et la loi tendancielle de leur équilibre complémentaire. Dès lors, il est ici indispensable de se représenter la binarité comme base constitutive de toute réalité objective, comme mode opératoire de toute décision préalable à quelque action, voire comme principe moteur de la moindre évolution, y compris concernant notre propre espèce humaine, via notre dualité physico-psychique, constamment écartelée entre deux natures, sentiments et autres pulsions aux apparences contradictoires. La réelle tempérance semble donc supposer l'acceptation de la binarité en tant que base naturelle et incontournable de la connaissance minimale indispensable pour choisir et agir en pleine conscience du moindre enjeu, ce qui, sur le plan des échanges d'opinions à visée décisionnelle, supposera une exigence d'information bipartisane permettant de révéler les pour et les contre de chaque option finaliste aussi clairement et exhaustivement que possible. Être tempérant équivaut à se munir de jumelles pour voir plus loin que le bout de son nez, en utilisant à égalité ses deux yeux, gauche et droit, dont l'espacement optimal est la seule garantie d'autoriser une vue complète en 3 dimensions. Alors que l'effet pervers culturel de notre pesanteur, principalement socio-économique, rétrécit notre champ visuel à l'utilisation d'un monocle de myopie caricaturale, plaqué sur un seul œil selon nos biais idéologiques, religieux ou philosophiques. La tempérance authentique doit donc être ici l'occasion de s'affranchir des mauvaises habitudes héritées d'un passé improvisé sur la violence des luttes vitales, tant ces dernières ont fini par être génétiquement intégrées via les travers de nos caractères, en préalable à chaque naissance,
à la façon de l'héritage forcé d'une dette coupable que certaines religions assimilent au péché originel. Bien au contraire, la tempérance ouvre le regard sur les deux faces, résumant la moindre réalité, ce qui, d'un point de vue culturel, implique l'inclusion, la compréhension de la dualité enrichissante de chaque débat sur le fond, ainsi que l'empathie minimale que suppose un échange réciproquement profitable. Dans un monde où rien n'est parfait ni idéal, l'acceptation de la binarité peut aider à résoudre la dualité conflictuelle qu'elle implique le plus souvent, dans la mesure où cette attitude tempérante constitue la seule façon de transcender la thèse et l'antithèse en une synthèse enfin cohérente, sans pour autant se contenter de la solution si hypocrite d'un machiavélique en même temps. En effet, si deux opinions nettement tranchées s'opposent durablement, hors l'anti-choix de toute situation de violence ou d'agression délibérément unilatérale, la tempérance doit partir du principe que chaque camp détient une partie de la vérité du moment, si relative que puisse être cette dernière au fil du temps. Même en cas de conflit ouvert, la compréhension intelligente du point de vue de l'adversaire est essentielle à chacun, en tant que condition préalable à la moindre empathie propre à décrisper la relation à travers l'échange de points de vue partiels et partiaux, la plupart du temps complémentaires. Dans le plus simple des cas, la binarité met en jeu des éléments aussi complémentaires que deux yeux, deux mains ou deux jambes, par définition également indispensables en simultané ou en alternance, via une heureuse symétrie minimale. Ce binomisme de complémentarité physique ou spatiale peut également se retrouver sous forme mentale, en nourrissant des pensées ou opinions partagées, pour induire des actions et comportements alternativement complémentaires dans la durée, via le partage du temps, à l'image de la double appartenance caractérisant tout citoyen complet entre domaine public et domaine privé. Mais s'il s'agit d'un débat contradictoire, induisant alors une alternative plus ou moins irréductible, le binomisme ici décrit prône logiquement la tolérance que suppose toute liberté d'expression, à la seule condition que ce soit par le développement d'opinions argumentées et sous une forme précisément tempérante, c'est-à-dire respectueuse du droit de formulation de chaque point de vue en évitant la provocation de la moindre insulte réductrice, condition essentielle pour animer le débat permanent entre majorité et minorité, tout comme entre n'importe quelle minorité dans un cadre totalement démocratique. L'occasion se présentera d'approfondir cette dimension cruciale du débat républicain, mais la dualité dynamique et créative que suppose toute confrontation utile doit permettre à l'opinion majoritaire d'évoluer sans cesse, ce qui ne peut s'accomplir que par une forme ou une autre de remise en cause partielle, et dès lors d'abord minoritaire, une critique ou autocritique constructive, dont le débat est la première étape. Quel que soit le mode d'expression, médiatique, littéraire, artistique ou autre, la dualité qu'implique chaque nouveau point de vue constitue le moteur de notre évolution culturelle, malgré les régressions temporaires induites par les effets rétrogrades d'un mouvement pendulaire excessif. Il est à constater dès à présent que les excès en question, comme l'exacerbation des points de vue en caricature d'insultes et d'amalgames, ne sont que le triste résultat de la dramatisation politique et socio-économique des relations humaines, faute de démocratie authentique et sociale, c'est-à-dire délodiste et bi-économique. La domination minoritaire propre à n'importe quelle autocratie ou démocratie incomplète et la discrimination vitale, engendrée par l'injustice de tous les monosystèmes endurés jusqu'à présent, faussent l'équilibrage optimal de la balance sociétale, a fortiori dans le domaine culturel, en infectant les opinions, en les réduisant en affects sclérosés de préjugés subjectifs, en les biaisant pour mieux les caricaturer via les multiples carcans d'idéologie disponibles, tandis qu'au moment crucial de chaque effondrement sociétal, le minimum indispensable de pensée majoritaire ou de valeurs communes se disloque en d'aveugles combats claniques, préfigurant les pires violences de l'histoire. La tolérance entre opinions est la première des conditions d'un débat fructueux, et s'agissant ici des confrontations d'idées permanentes que suppose toute démocratie, une constitution culturellement cohérente doit aussi garantir la résolution des débats dans un juste équilibre entre majorité et minorité, selon un cadre permettant l'expression clarifiée de chaque point de vue, ce que le délodisme rendra d'autant plus facile que l'opinion, tant majoritaire que minoritaire,
sera directement celle de citoyens libérés de tout filtre électif et politicien toujours déformant. Le cadre constitutionnel devra permettre, dans une transparence absolue, à la fois intellectuelle et statistique, en particulier à travers des processus pétitionnaires, référendaires et semi-référendaires précis, de se piloter majoritairement dans le respect des minorités d'opinion, seule condition pour donner à la loi commune sa force la plus directe et légitime, tout en permettant l'évolution constante de son contenu grâce à l'adoption majoritaire de certains points de vue minoritaires au fur et à mesure que ces derniers paraîtront pertinents. Ainsi peut utilement se résoudre toute dualité conflictuelle, en rapprochant les plateaux de la balance sociétale jusqu'au point de permettre un échange dynamique positif entre leurs contenus complémentaires, sans faire le lit d'une confusion totale. Une osmose judicieusement filtrée, laissant enfin de côté les excès et autres insultes, pour ne fusionner qu'au niveau des atomes crochus, à la façon de bons amis tolérant entre eux des opinions fort différentes à maints égards. Car à l'inverse, des amis qui s'accorderaient sur toute chose ne seraient que des clones en miroir, incapables de s'enrichir de la moindre différence. 3. La quatrième voie de l'équilibre dual. La première syllabe du biminimalisme étant ainsi explicitée, il peut être utile de s'arrêter un moment sur la deuxième, sachant que la syllabe « mi » suggère clairement l'idée de moitié, et donc d'une façon ou d'une autre d'égalité ou de parité appliquée à deux éléments, pour peu que ces derniers soient à la fois compatibles et complémentaires. Ce ne saurait être le cas d'une décision démocratique quelconque, même si cette dernière atteignait le hasard absolu d'un vote à 50-50, puisque cela entraînerait l'annulation d'une stratégie impossible, dans l'attente d'un basculement majoritaire indispensable. En réalité, la réflexion sur cette deuxième syllabe sous-entend inévitablement une notion d'équilibre en parfaite complémentarité, telle que se concrétisera à l'avenir la gestion bi-économique de sociétés devenues délodistes et pacifiques, via l'égalité minutarisée des fameux domaines publics et privés, exprimés en termes de partition-répartition des richesses produites, voire du patrimoine. Car sitôt qu'une réalité peut se résumer à deux faces complémentaires, à la façon d'une médaille dont l'épaisseur serait insignifiante, l'association la plus égalitaire des deux éléments concernés constitue la meilleure façon d'optimiser l'ensemble dans une parfaite cohérence, ce qui est le propre du mariage équilibré entre l'individu et la société, tel qu'il se trouve désormais défini dans les livres 1 et 2 des Tempérants. De fait, si une personne se passionne pour deux activités de loisirs, de façon à en ressentir un besoin psychologiquement équivalent, il sera logique pour elle de répartir son temps libre à égalité entre les deux passe-temps correspondants, toutes choses égales par ailleurs. Dans une telle situation, sa liberté de choix trouve son maximum de satisfaction à travers le principe d'une égale proportionnalité, y compris si trois, voire plusieurs activités se trouvent en concurrence équivalente dans l'esprit de ladite personne. Cela signifie donc que par principe, et à nécessité ou utilité équivalente, et a fortiori complémentaire, l'équilibre idéal de tout ensemble binaire suppose deux moitiés en parfaite symétrie, à l'image des ailes d'un oiseau en plein vol. Ce principe de partition symétrique complète donc utilement la réflexion sur la binarité ou dualité, en faisant prendre conscience de l'intérêt d'un partage équitable chaque fois que deux objets ou deux natures s'avèrent également indispensables, et force est d'admettre que ladite symétrie suppose l'effet miroir d'une inversion de forme, d'essence ou de substance, propre à faire croire que les deux pièces complétant ce puzzle élémentaire seraient incompatibles ou contradictoires. Or, sachant déjà que dans presque toutes les situations de la vie, et surtout à la moindre occasion de choix, le binôme final se résume par définition à deux éléments la plupart du temps complémentaires, on peut sans grand risque en déduire ici que la tempérance recommande aussi souvent que possible l'adoption d'un double équilibre, de préférence à un choix totalitaire ou exclusif, ce dernier apparaissant dès lors comme forcément aliénant ou réducteur, propre à déséquilibrer les balances personnelles autant que collectives en ne chargeant qu'un seul plateau, exactement comme si quelqu'un ajoutait la longueur de ses deux jambes sur le même côté, avec pour seule garantie la douleur de tomber de bien plus haut. Là se trouve probablement l'explication de tout extrémisme, le lieu mental
où le germe sclérosant de la violence et de l'intolérance aliène de fait la libre opinion dans l'esprit de chaque partie concernée, le plus souvent sous l'influence pernicieuse de quelque autorité meneuse, aussi illégitime que minoritaire. Car un parti pris ne prise qu'une partie de l'équation à résoudre, qu'un seul côté de la médaille, aux dépens de la compréhension exhaustive de la question débattue, encourageant une binarité simpliste des points de vue à mesure que les deux plateaux de la balance communicative ou réflexive s'éloignent de l'axe d'équilibre. Si effectivement notre double nature nous pousse vers une forme ou une autre d'équilibre binaire, d'apparence plus complémentaire que contradictoire, force est d'en conclure qu'un dédoublement organisé de la vie, commune autant qu'individuelle, est à tous égards préférable à la monotonie abrutissante de n'importe quelle monoactivité, quel que soit le contexte, professionnel, matériel ou culturel concerné. Résoudre cette équation fondamentale pour chacun comme pour la société suppose dès lors une forme de partition ou répartition temporelle ou spatiale propre à nous faire profiter des deux côtés de la médaille, à l'opposé de l'anti-choix qui condamne les humains aux pires excès, précisément à cause de la fameuse pesanteur historique déjà observée, dont les dimensions socio-économiques et politiques doivent être désormais complétées par la face culturelle d'une certaine pyramide. Il ne fait aucun doute qu'au fil des chapitres qui vont suivre, le réexamen des principaux paramètres composant ce quatrième côté permettra de diagnostiquer l'essentiel des défauts, des tares structurels et autres biais culturels correspondant à l'histoire monosystémique et prédémocratique de l'humanité, tout en permettant de définir les contours harmonieux d'une culture délodiste et biéconomique, ou, à minima, de recenser les effets culturels positifs que l'on est en droit d'attendre des innovations tempérantes. Pour l'heure, le paramétrage de l'éclairage culturel associé aux innovations des deux premiers livres permet déjà d'apprécier l'intérêt du concept encore incomplet de biminimalisme, ici sur la base de ces deux premières syllabes, en aidant ainsi à se positionner philosophiquement de façon à résoudre la binarité-dualité par le principe du dédoublement. Cela signifie par ailleurs que le mélange des éléments constitutifs du binôme en question, même s'il s'avérait possible, ne serait en aucun cas aussi profitable que l'adoption des deux composantes pour l'équilibre de la double nature ainsi sous-entendue, même si cela implique de facto une alternance pratique dans le temps ou dans l'espace, voire dans l'un et l'autre le plus souvent. De façon concrète, cette prise de conscience plaide pour une forme ou une autre de double existence, à l'image de la nature bidomaniale de chaque citoyen complet, pour savourer la vie en respectant la quasi-permanente dualité, ce qu'apparemment seule la partition-répartition biéconomique et délodiste permettra d'accomplir de façon universelle, au sens citoyen, pour la première fois de l'histoire. Après tout, la liberté suppose la permanence d'un libre choix, la plupart du temps dans le sens d'un dosage approprié entre deux besoins principaux ressentis comme complémentaires, ce qui n'exclut en aucun cas l'option totalitaire d'une activité unique, à condition que cette dernière soit librement choisie par chacun d'entre nous, et qu'au gré des âges de la vie, il s'avère toujours possible d'ajuster le dosage de son propre cocktail. Or, jusqu'à présent, du moins pour la quasi-totalité des humains, la pesanteur socio-économique de nos comportements les plus primaires interdit cette liberté fondamentale, rendue pourtant nécessaire par la binarité-dualité de toute réalité situationnelle, et seule la gestion biéconomique et délodiste des sociétés à venir permettra d'universaliser le luxe vital de cette liberté de choix émancipatrice, non sans faire évoluer d'autant l'éthique ou la philosophie du vécu le plus quotidien. À ce stade des réflexions, la partition-répartition biéconomique autorise donc une révolution culturelle des plus utiles, puisque c'est précisément la résolution pacifique et objective de l'équation sociétale, via la garantie citoyenne et son revenu universel, qui libère aussitôt chaque personne en la faisant exister dans sa double dimension d'onde sociale ou grégaire et de particules individuelles uniques et irremplaçables, avec pour résultat l'émancipation que permet la double existence qui en résulte, condition minimale du vrai choix ou d'une liberté assumée. Il va de soi ici qu'une fois cette double nature rendue enfin concrètement possible par une constitution délodiste et biéconomique, chacun pourra peindre le tableau de sa vie avec ses propres outils,
en jouant des effets complémentaires de tous les contrastes de forme et de couleur, d'ombre et de lumière, qui composent le moindre chef-d'œuvre, un tant soit peu complet. La libre réalisation de soi-même, au travers comme au-delà de l'utilité commune de chaque citoyen, et plus encore dans le respect de la vie d'autrui, ne saurait en aucun cas s'accomplir autrement, définissant au passage une conscience culturelle résolument nouvelle, refondée sur une tempérance associant les couleurs si complémentaires de chaque dualité ainsi rendue constructive. Rien ne saurait empêcher d'aller au-delà d'un choix binaire, pas plus qu'en deçà, via une option unique parfois nécessaire pour assouvir la passion d'une œuvre exceptionnelle. Et l'on peut par ailleurs rappeler ici la vision très probable d'une vie sous forme de valse à 3 temps, associant de fait des activités parfois différentes, en domaine public et domaine privé, à la 3e dimension d'un vrai temps libre de loisirs individuels ou partagés. L'essentiel est d'observer que toute liberté de choix authentique commence par le chiffre 2 et suppose le pouvoir d'utiliser ou de pratiquer le binôme sous-entendu, sans avoir à exclure malgré soi l'un ou l'autre de ces éléments. Car le paradoxe sans doute le plus aberrant des vies contraintes d'aujourd'hui, dans le cadre si étroit de monosystèmes mixtes ou mélangés, et plus encore insuffisamment démocratiques, c'est par-dessus tout le triste contraste entre l'apparente et déroutante multiplicité des choix de consommation futiles, à l'image de nos hypermarchés et autres centres commerciaux, et l'absence totale de liberté individuelle, en termes d'ajustement ou de personnalisation du niveau et du mode de vie ou de la maîtrise du temps personnel, en raison même de l'interdiction de cette binarité équilibrée. C'est donc faute de partition-répartition bi-économique et de démocratie délodiste que chaque citoyen se trouve condamné à l'aliénation du tout ou rien, du trop ou du pas assez, au travers d'un antidosage totalitaire qui interdit à chacun de compter simplement jusqu'à 2, alors même que l'existence entière est faite de binarité, dualité, auto-complémentaires. Il en résulte un excès systématique de situations personnelles ou de spécialisation, quel que soit le choix tout relatif que l'on puisse parfois s'autoriser, aux dépens de l'autre moitié de notre nature individuelle, ce qui revient à obliger chacun à mettre les 2 pieds du même côté de sa propre balance existentielle, au risque de développer un déséquilibre comparable aux drogues les plus addictives, et avec l'assurance d'une monotonie de vie sclérosante qui finit par nous décultiver. Ce réel emprisonnement par privation du choix complémentaire ne peut dès lors qu'encourager le rétrécissement constant de notre champ culturel, lequel favorise une forme d'autisme préjudiciable pour la communication avec autrui, et l'on finit par passer à côté de la meilleure moitié de sa propre vie, avec le risque accru de tomber dans les pièges du sectarisme, voire de l'intolérance la plus violente. D'où l'intérêt majeur de la 4e voie d'un équilibre dual pleinement assumé, pour éviter la confusion d'un faux milieu substantiellement impossible, ou l'extrémisme borgne de monolatéralité de facto psychologiquement sclérosante. Déjà potentiellement présente dans l'embryon d'humanité propre à chaque individu, mais jusqu'à ce jour interdite par les contradictions historiques d'une double nature encore incomprise, faute de délodisme bi-économique, la tempérance est la condition première de toute réussite équilibrée et suppose la reconnaissance du besoin de s'appuyer quasi égalitairement sur les 2 fondements de chaque réalité pour mieux en transcender l'utile contraste sans chercher à mélanger confusément ce qui est complémentaire, pour peu qu'un cadre sociétal enfin favorable permette à chacun d'exister au moins doublement. Car, à l'image d'un climat très judicieusement qualifié de tempéré, autorisant l'alternance en douceur de 2 saisons extrêmes par le biais d'intersaisons aux plus belles couleurs possibles, tous les âges de la vie ne sauraient s'épanouir pleinement que par la variété minimale de la binarité-dualité, le passage équilibré et récurrent d'un côté à l'autre de notre nature duale, procurant dès lors un plaisir comparable à celui de partir et de revenir, tel que peut le ressentir toute personne contrastant les plaisirs complémentaires de l'ailleurs et du chez-soi. Mieux encore, pour affiner l'image climatique, le rapprochement des plateaux du bi-équilibre sera propre à éviter les extrémités les plus violentes de l'été et de l'hiver, pour bien au contraire favoriser les saisons les plus douces et ainsi tempérer l'ensemble dans sa variété la plus optimale, la dualité des saisons extrêmes induisant par sa propre alternance la binarité vitale du printemps et de l'automne.
à tout le moins dans les zones géographiques précisément les plus tempérées. 4. Tempérance et minimalisme. Si l'analyse en cours du biminimalisme devait s'arrêter sur la troisième syllabe, le « ni » en question ne pourrait donc signifier qu'un triple refus du genre. Ni gauche, ni droite, ni centrisme d'un impossible « en même temps », en l'occurrence déjà dépassé par l'amère désillusion des Français, car le bicentrisme décrit dans le livre Un des tempérants prend ici tout son sens de la façon la plus cohérente possible, enrichi des dimensions socio-économiques analysées entre-temps. En réservant les conséquences culturelles des innovations délodistes et bi-économiques pour les prochaines réflexions, il est plus judicieux de souder ce « ni », par définition négatif, au « mi » des observations précédentes, afin de souligner un autre aspect utile de la tempérance, dont le minimalisme suppose aussi la prise en compte des notions d'envergure, de volume, de taille ou de proportion pour l'optimisation de toute réalité, à plus forte raison s'agissant de créations humaines et sociétales. Loin de contredire les explications freudiennes sur les causes les plus profondes du goût des humains, et particulièrement des mâles, pour toutes les formes de grandeur et jusqu'au gigantisme, le moins que l'on puisse dire est que, par le biais cumulatif de la culture, au sens de la science et d'une capacité étonnante à associer les énergies individuelles via des sociétés ou civilisations toujours plus élaborées, les humains ont la spécificité animale de construire des œuvres qui les dépassent, avec les bienfaits et malheurs symétriques que tout accroissement de moyens peut entraîner, acquérant ainsi un super-pouvoir de construction ou de destruction sur tout ce qui les entoure autant que sur eux-mêmes. Pour le meilleur et pour le pire, et indépendamment des conditions politiques et socio-économiques déjà étudiées, il y a lieu de s'interroger sur la notion d'envergure optimale et de considérer la modestie du mini en tant qu'élément premier du minimalisme tempérant. À l'instar du proverbe anglais selon lequel « small is beautiful », la compacité, à condition d'être complète, associe le plus souvent une visible finesse de traits et de composition à une utilisation simplifiée à l'extrême. Il ne s'agit pas de petitesse, dans le sens de quelque chose qui présenterait une quelconque infériorité par rapport à une norme plus ou moins statistiquement moyennée, ni encore moins ici du sens figuré de pingrerie ou d'avarice exacerbée, sachant que l'obsession d'économiser sur le dos des autres s'accompagne souvent d'un train de vie par ailleurs dispendieux. Car il faut avant tout concevoir la compacité comme une quête de simplification ou de complétude délibérément concentrée, pour ainsi profiter des avantages et des fonctionnalités de l'objet concerné, en évitant les inconvénients et autres gaspillages trop souvent induits par une taille plus grande ou par un volume plus encombrant, sachant que ce minimalisme matériel ne peut qu'être écologiquement vertueux. De même qu'une petite voiture concentre déjà presque tous les équipements d'un SUV, le plus souvent à la seule différence près des gadgets les plus inutiles, un modeste voilier autosuffisant de moins de 6 mètres peut traverser les océans en garantissant toutes les sensations d'un yacht, voire d'autant plus d'inoubliables souvenirs que l'on s'y trouve plus près des éléments. Qu'il s'agisse de biens matériels usuels, d'espace vital d'appropriation ou de sécurisation toute relative, voire de n'importe quelle construction sociétale, l'essentiel de ce qui autorise la jouissance des avantages correspondants se trouve déjà réuni dès la plus petite échelle suffisamment exhaustive, tandis que les limites physiques et biologiques incontournables de l'être humain, comme de ses capacités sensorielles ou intellectuelles, interdisent de profiter autant d'une échelle plus grande sans diluer aussitôt le corps et l'esprit dans une impossible ubiquité. Pour caricaturer cette loi, on peut se demander à quoi sert le privilège de posséder 2 fauteuils dès lors que l'on n'a qu'un seul postérieur, si ce n'est alors pour en faire profiter quelqu'un d'autre. Ainsi faut-il reconnaître la réalité d'une loi de dispersion ou d'atomisation à la fois physique et mentale, directement proportionnelle à tout accroissement numérique ou volumétrique des objets et structures dont les humains s'entourent, ce qui rejoint la sagesse d'un Léonard de Vinci affirmant que « les petites habitations concentrent l'esprit ». Les carnets de Léonard de Vinci, édition Gallimard, 1942. Or, à travers la confusion concurrentielle des intérêts individuels et collectifs et les situations de surdomination et d'injustice objective qui en découlent politiquement ou socialement,
Le propre de la fameuse pesanteur monosystémique est de nous priver de la liberté de choix de tout panachage adéquat. En condamnant les plus chanceux à la course effrénée du toujours plus, bien au-delà du nécessaire et du suffisant, tout en excluant une masse croissante de citoyens précarisés. Cette absence de choix et de maîtrise panachée du temps aboutit au mieux à se faire posséder par une richesse cumulative inutile, car disproportionnée eu égard aux modestes limites physiologiques de notre existence terrestre. Sitôt qu'une personne possède ne serait-ce que 2 résidences, la voilà aussitôt condamnée à se dédoubler, tandis qu'au fil de ses acquisitions suivantes, le plaisir apparent de s'enrichir en augmentant ses propriétés s'accompagne d'une frustration proportionnelle en termes de finalité, au point que les complications superficielles de la réussite des plus riches d'entre nous n'apportent en réalité aucun bonheur supplémentaire en matière d'essence de l'être, a fortiori lorsque l'excès de fortune fausse les relations humaines en exacerbant la jalousie des égaux et en raréfie le temps disponible via l'accélération exponentielle impliquée par toute maximisation. C'est pourquoi il paraît pour le moins sensé d'observer qu'en matière de consommation, plus qu'assez n'est jamais mieux, au risque de subir les conséquences d'un dévers de balance démontrant peu ou prou que les choses nous accaparent autant qu'on les possède. D'où les égales et symétriques préoccupations financières de tous ceux qui ont beaucoup trop ou pas assez d'argent, et le risible paradoxe qui révèle à quel point les gens trop carrés sont obsédés par les ronds. Loin d'être le repli sur soi d'une quelconque misanthropie amère ou frileuse, le minimalisme est la meilleure façon de savourer son objet matériel, intellectuel ou sociétal sans en subir le moindre poids superflu, à la façon du baluchon d'un libre pèlerin terrestre, tandis que la légèreté du bagage personnel ou du cadre partagé qui accompagne la vie autorise dès lors une mobilité physique et mentale maximale grâce à la liberté d'esprit que procure une simplicité préservée. C'est dans ce sens précis que le fameux minimum vital de la garantie citoyenne, défini de façon suffisamment exhaustive dans ses dimensions matérielles, culturelles et sociales, aura toutes les chances de devenir l'étalon aussi nécessaire que suffisant d'une vie écologiquement équilibrée, puisque, par définition, il correspondra au plus léger impact possible de l'humanité sur la planète, tout en libérant plus que jamais le temps de vivre ensemble, à quelque échelon que ce soit, au travers de rapports humains enfin pacifiés par la reconnaissance et la maîtrise de notre double nature et de son égalité interne vitale, dûment semi-partagée. Le minimalisme autorise la jouissance pérenne du mental et du spirituel dans une proportion maximale vis-à-vis d'un support matériel et sociétal limité au suffisant, à la façon d'une esquisse épurée en un minimum de traits révélateurs et qui laisse compléter le dessin par la libre imagination du contemplateur, à l'opposé de la surcharge de tout style rococo, ampoulé ou alourdi de détails explicites. Le minimum est non seulement suffisant pour apprécier toutes les dimensions de la vie, mais plus encore supérieur à l'embarras immédiatement induit par le dépassement de cet équilibre. Ce principe de micro-totalité n'interdit aucunement la possibilité d'aller au-delà, quel que soit le contexte de l'action entreprise, en matière de recherche, de création, de production ou de consommation, comme en ce qui concerne l'échelle des structures sociétales. Mais force est de constater que la liberté dudit dépassement se paie aussitôt d'une façon ou d'une autre en transformant l'équilibre statique minimal en déséquilibre dynamique, et plus encore en sacrifiant souvent, ne serait-ce que temporairement, quelque chose d'essentiel via l'obtention de l'objet convoité ou de la situation souhaitée. C'est en ce sens que le succès brûle les ailes à l'exemple de l'expérience d'Icare, que l'enrichissement matériel continu finit par compliquer l'existence jusqu'au risque de la démunir de ses dimensions les plus humainement épanouissantes, ou que les réussites politiques et médiatiques se paient en pollution d'une vie privée devenue impossible, comme lorsque la starisation excessive stérilise maintes libertés créatrices, ne serait-ce que faute de temps. Dès lors, il n'est guère surprenant que la tempérance implique le minimalisme en complément de l'acceptation de la binarité-dualité, corroborant au passage le principe d'une république localiste comprise comme l'emboîtement cohérent de micro-pyramides sociétales aussi autosuffisantes et souveraines que possible, associées à des échelles supérieures pour mutualiser uniquement ce qui s'avère plus efficace à plusieurs, et ce, jusqu'au niveau national
et a fortiori internationale en matière de commerce. Plus il sera possible de tisser l'interdépendance sociale, économique et culturelle au plus près des limites de notre taille humaine indépassable, plus chacun se sentira utilement et activement impliqué dans une solidarité facile à construire, moins anonyme et plus sécurisante, puisque facilement identifiable via une transparence accrue. C'est aussi la meilleure condition pour devenir coacteur ou co-décideur des tout premiers échelons sociétaux que suppose la moindre démocratie authentique et directe, communale et micro-régionale. Le biminimalisme va donc culturellement de pair avec le progrès délodiste et bi-économique de l'humanité, puisque, sitôt mis en place le cadre de l'apaisement sociétal fondé sur notre double nature, chacun se trouvera réconcilié en lui-même autant que vis-à-vis des autres, avec la liberté permanente de compléter ou non le cadre sociétal de la garantie citoyenne pour s'épanouir sans crainte dans un dépassement profitable dont l'utilité commune conditionnera plus que jamais la réussite. Mieux encore, l'analyse minutaire permettra aux communes et départements de gérer l'autonomie locale de la meilleure façon, en aidant à déterminer les envergures d'équilibre les plus adaptées aux besoins exprimés par les citoyens, lesquels profiteront par ailleurs d'une visibilité à la fois locale et régionale sans précédent pour tout projet d'entreprise sociale, économique ou culturelle. Ainsi, le localisme pourra-t-il se fonder sur un instrument de mesure universel propre à recenser le plus directement possible les ressources humaines de chaque population locale, tant pour les initiatives individuelles que pour la gestion des projets publics. Dans un contexte enfin assaini et ouvert à tout citoyen, la liberté d'entreprendre autorisera toujours l'acquisition de fortunes individuelles ou associées, mais ces réussites, bien que plus méritées que jamais, ne seront plus l'unique moteur de l'évolution, la voie royale obligée d'une reconnaissance mystifiée par l'écume médiatique, dans la mesure où de nombreux adultes actifs seront déjà satisfaits de participer à mi-temps à l'équilibre sociétal d'une garantie citoyenne suffisante pour profiter de la vie par le choix du temps en équivalence à l'argent, sans compter le fait que nombre de citoyens fondamentalement désintéressés préféreront s'engager dans le milieu associatif local en partageant leur temps libre pour savourer des liens encore plus authentiques. Dès lors, il est certain qu'à terme, seule une croissance mesurée et réellement innovante se verra systémiquement encouragée, tandis que le curseur des initiatives ou des besoins, tant sociétaux qu'individuels, finira par se stabiliser sur le juste équilibre auquel aspirent inconsciemment tous les peuples dans leur écrasante majorité, réduisant l'ampleur de l'impact écologique de l'humanité et améliorant aussi la qualité de notre relation à la nature. Cela revient à constater qu'une fois libérés du stress vital propre à tout monosystème insuffisamment démocratique, les futurs citoyens de la société tempérante et délodiste n'auront plus aucune raison, autre que volontaire, de subir l'attraction du toujours plus ou du toujours plus vite, dont la folle antilogique les oblige jusqu'à présent à s'agglutiner dans des métropoles mondialisées propices à la déshumanisation autant qu'à la décadence des mœurs. Car il en est de la lutte économique des périodes de stabilité toutes relatives, comme de la violence la plus totale en période de conflit. Alors même que tous les peuples n'aspirent qu'à la justice pour vivre pacifiquement leur quotidien sans être condamnés à la démesure. Le biminimalisme reflète ainsi logiquement l'image culturelle du délodisme bi-économique, en tant que conséquence pérennisante de ces progrès sociétaux sans équivalent, entraînant à coup sûr de multiples adaptations à explorer sur les principaux paramètres de ce quatrième versant pyramidal, puisque chaque innovation d'envergure se traduit par une évolution conséquente des mentalités et des comportements. Ainsi pourra s'intérioriser au sein de chaque esprit émancipé la notion de juste mesure, aux antipodes de l'arrogance propre au syndrome primaire du gigantisme, qui fut fatal à un paquebot titanique de si triste mémoire. La tempérance est d'autant plus inscrite dans l'histoire à venir que le terme même de tempérament provient du latin temperamentum, dont le sens de juste proportion ou mesure adéquate anticipait déjà le principe d'équilibrage binaire ou dual proposé à travers ces pages. Cela révèle dès lors qu'avoir du tempérament ou une forte personnalité ne doit refléter qu'une parité plus fermement équilibrée dans les multiples dimensions de l'être, du faire et de l'avoir,
À la différence des excès et violences pathologiques de la moindre surdomination, tant s'agissant de vie personnelle ou individuelle que de société, et l'enjeu de la présente recherche n'est autre que de rationaliser la sagesse qui conditionne notre bien-être ensemble et son constant progrès, en lien direct avec une utile croissance conséquemment plus qualitative que quantitative, laquelle se trouve pareillement anticipée à travers le terme grec d'arrêté et son sens d'adaptation ou de mesure, en tant qu'équivalent de la vertu latine. 5. Le tempo de la tempérance. Lorsque le temps de la tempérance sera venu par le pouvoir de la volonté majoritaire, le tempo correspondant de l'orchestre sociétal n'aura plus rien à voir avec la frénésie aveugle du rythme de vie imposé à tous ceux qui se font happer par le tourbillon de l'ultralibéralisme, ni avec le désœuvrement mortifère auquel les exclus d'aujourd'hui sont condamnés. La binarité-dualité, déjà mise en lumière, complétée par sa réalisation vécue sous forme de double existence minimale assurée pour chaque personne adulte, se traduira aussitôt par l'équilibrage spontané de la balance associant le temps et l'argent en termes de valeurs créées et échangées via la minuté, ainsi que par la réévaluation des sous-salaires et un ajustement de l'ensemble des coûts et des prix propres à décourager les gaspillages. Le monosystémisme et l'injustice historique que pérennise son cadre politique, même lorsqu'il est pseudo-démocratique, interdisent de fait la liberté de choix que suppose un authentique temps libre, au point même que ce dernier, lorsqu'il s'avère disponible, se réduit en achat de consommation aussi intense que frustrante par la marchandisation de tous les loisirs. Le seul vrai temps libre, sociétalement parlant, suppose pour chaque adulte la liberté permanente, de préférence quotidienne ou hebdomadaire, de choisir le réglage d'un curseur personnel sur au moins la moitié de son existence, compte tenu des contraintes minimales que suppose la participation citoyenne égalitaire au domaine public. Aucun progrès n'est humainement capitalisable, aucune croissance ne vaut la peine d'être pérennisée, si ce n'est pour permettre cette émancipation par dédoublement minimal du temps comme de la vie, tel que seule la partition-répartition bi-économique le permet. Faute de mettre en place une telle solution en tenant compte de notre double nature, les pires gaspillages humains et écologiques, tout comme les plus violents excès pendulaires de nos sociétés, resteront le triste lot de l'histoire en lieu et place du bien-être de la paix, alors même que la recherche de ce paradis sociétal constitue le ressort de notre humanisation, l'essence de notre spécificité, au travers d'une juste quête visant à dominer les abus induits par notre pesanteur primaire ou animale. Car même si la faune et la flore peuvent assurément développer de très hauts niveaux de solidarité et d'intelligence collective, leur dynamisme évolutif semble avant tout procéder de l'adaptation réactive ou de la résilience collective, le plus souvent aux dépens de la libre créativité individuelle si caractéristique de l'humain. L'équation tempérante peut donc se compléter en additionnant le temps au biminimalisme, dans la mesure où la libération véritable de la juste moitié de notre temps individuel et collectivement universalisé constitue la seule façon de garantir à chaque citoyen sa liberté de choix dans la proportion maximale possible, sans empiéter illégitimement sur la vie d'autrui sous quelque forme d'esclavage relatif et discriminatoire que ce soit. Véritable prise en compte technique de la binarité-dualité dont la confusion naturelle se trouve désormais culturellement classée, différenciée ou subdivisée pour mieux se voir réassociée en éléments rendus complémentaires via les 2 livres précédents, l'acceptation de notre double nature était la toute première condition de la libération du temps de vie disponible aux humains, pour leur permettre, via le partage bi-économique, de tous profiter des bienfaits potentiellement offerts par leur société, dès lors supérieurement civilisée. La subdivision du capital de temps, propre à chaque existence, est donc la clé de toute autre démultiplication possible, sachant que la moitié individuellement acquise deviendra dès lors le lieu privilégié de la véritable émancipation quotidienne ou hebdomadaire de chacun, dans le respect simultané ou, plus précisément, corrélativement parallèle, du minimum des droits et devoirs impliqués par la garantie citoyenne et son revenu universel. Le temps, précieux compte à rebours qui donne sa vraie valeur à l'aventure unique de chaque vie humaine, se verra de la sorte libéré et individuellement approprié pour moitié,
laissant aussitôt le vrai choix d'une utilisation enfin déconnectable de toute arrière-pensée concurrentielle vitale ou financière, le cas échéant, pour devenir au contraire la matière première impalpable d'une libre créativité sur le chemin initiatique de l'existence, sans plus aucun risque systémique de dérive en disproportion illégitime, ni même de déviance qualitative, à plus long terme. Dans ce cadre devenu délodiste, bi-économique et bi-minimaliste, autrement dit tempérant sur ses quatre faces sociétales, la poursuite modérée et toujours utile d'une croissance principalement innovante permettra de faire évoluer le contenu des biens et services disponibles en termes de qualité plutôt que de quantité, au gré de l'évolution des consciences et des connaissances collectives autant qu'individuelles, à cette différence près que ces deux dernières auront enfin les meilleures chances systémiques d'être inspirées par la quête du bien et du mieux, en lieu et place du mal et du pire, attestant l'émancipation généralisée des individus comme de leur société. C'est donc bien par un partage du temps, collectivement organisé et immuablement dosé en deux moitiés minimales pour satisfaire aux instincts solidaires et solitaires de chacun, que la paix et la justice pourront offrir les meilleures chances de progrès vers une humanisation supérieure en termes d'élévation de conscience, à l'image des plus nobles quêtes de tant de citoyens de bonne volonté, de philosophes éclairés ou autres héritiers de l'esprit des Lumières. Le temps maîtrisé par chacun d'entre nous, ainsi équitablement partagé et libéré sur une base quotidienne ou hebdomadaire, ne s'enfuira plus entre les doigts de ceux qui souhaitent en profiter à part égale avec l'argent, tandis qu'il accompagnera la vie adulte entière, dès l'âge de la majorité, et jusqu'aux limites naturelles d'une existence citoyenne enfin active, sans que celle-ci ne puisse à nouveau devenir aliénante via la moindre confusion totalitaire. Que les citoyens tempérants de l'avenir soient étudiants, puis dans la force de l'âge ou peu à peu seniorisés par le temps, ils seront tous égalitairement actifs pour satisfaire aux besoins universels du lieu et de l'époque qui les concernent, et ce, de la façon la plus efficiente et efficace possible, pour s'affranchir parallèlement grâce à un temps libre personnel tout aussi égalitairement assuré à chacun, à l'instar des dîneurs de l'allégorie des longues cuillères déjà décrites. La prison terrestre des conditions historiques de l'existence, dont l'anti-répartition improvisée aboutit hélas aux excès de la course la plus effrénée ou de l'abandon le plus total, ne laisse en réalité aucune liberté à quiconque, nonobstant les apparences trompeuses de tels succès ou de telles puissances individuelles inévitablement payées sur sa face cachée, car la frénésie sociétale impliquée par notre pesanteur monosystémique et illégitimement surdominatrice ne fait que raréfier le temps disponible en l'accaparant de manière exponentielle, entraînant indifféremment les gagnants et les perdants, les meneurs et les suiveurs, dans le tourbillon fatidique de son siphon. L'incessant recommencement des sociétés qui se succèdent de génération en dégénération, à la façon du cycle de l'eau à la surface du globe, n'a fait que répéter jusqu'à présent les affres de ce dilemme temporel précisément intempérant sur la base psychologique d'un instinct concurrentiel de survie qui transforme périodiquement les plus beaux rêves de l'humanité en cauchemars éveillés. En suivant l'exemple des espèces végétales ou animales les plus organisées en société, mais en adaptant leurs admirables leçons aux aspirations spécifiques qui fondent notre humanité, on peut ici faire le pari qu'il est impossible de trouver une solution plus équilibrée que la tempérance délodiste et bi-économique en tant que principe organisateur universel, alliant la dynamique à la stabilité des proportions, sauf à se déclarer ouvertement contre la justice et la paix, en se plaçant plus bas que le plus féroce des animaux. La notion de tempo est ici fondamentale, puisque c'est justement l'absence de liberté, induite par le mélange confus de notre dualité, qui nous condamne aux pires excès de temporalité minutaire, aux pires arythmies cardiaques de la quasi-totalité des citoyens, qu'il s'agisse de temps travaillé ou de loisirs, sous l'effet d'une accélération aussi fébrile que contagieuse, alors même qu'en termes d'horloge, à la fois biologique et psychologique, il est avéré qu'en deçà ou au-delà du rythme optimal, la qualité du mode de vie se dégrade, induisant aussitôt la petite mort quotidienne, relative et insidieuse, d'une sorte de sous-vie dictée par un instinct de survie exacerbé. Qu'il s'agisse d'un déficit d'émancipation, de réalisation de potentialités individuelles
ou d'un surmenage pouvant aller jusqu'au burn-out périodique, les excès observables aujourd'hui ne font qu'empirer d'une génération à l'autre, encouragés par la vitesse et la surpuissance des plus récentes inventions digitales ou numériques, et force est de constater à quel point la folle précipitation généralisée qui en découle se paye en déshumanisation, faute de pouvoir être tempérée par une liberté de choix effective, optimale et constante. La tempérance, associée au délodisme bi-économique, aboutira donc non seulement à l'universalisation citoyenne d'un temps libéré de tout stress vital, mais plus encore à l'optimisation spontanée du rythme, de la pulsation correspondant à chaque individualité, sachant que les habitudes actuelles en la matière ne pourront que s'équilibrer à terme, y compris concernant les consommations artistiques musicales les plus typiques de notre époque, dont les rythmes parfois effrénés et le volume assourdissant peuvent être assimilés à une véritable drogue, à l'instar de la pollution sonore des rêves parties ou des véhicules sursonorisés, qui servent de défouloir symptomatique de pathologie sociétale. Car s'il est certes toujours agréable de s'éclater dans un contexte convivial, les disproportions désormais ressenties comme un besoin irrépressible, tout comme leur quête de sensations toujours plus fortes, sont révélatrices de zigzags plus propices à la sortie de piste et à la chute du slalomeur qu'à la réussite maîtrisée de son parcours jusqu'à l'arrivée. Ainsi peut-on dire qu'en matière de rythme, le délodisme bi-économique à venir aura l'effet tempérant d'un pacemaker via sa qualité de peacemaker. Pour autant, il ne faut surtout pas croire que la tempérance sera monotone en imposant une rigueur de vie monacale. Car l'ultime point à souligner ici concerne non plus le rythme, mais la notion d'envergure dynamique et tempérante en tant que moteur de toute évolution. De fait, puisque les plateaux de la balance sont censés se rapprocher autant que possible par le jeu du biminimalisme, l'existence délibérément partagée entre ces deux moitiés de tout équilibre tempérant suppose l'alternance parallèle d'au moins deux vies complémentaires, mais avec l'avantage sans précédent d'éviter le grand écart croissant que les contradictions monosystémiques finissent par imposer. À l'image de ce qui se produit lorsque l'on observe la démarche d'un promeneur, les deux jambes se doivent d'être non seulement des mêmes forces et longueurs, mais surtout aussi proches l'une de l'autre que possible pour pouvoir assumer pleinement la complémentarité de leur couple, via une binarité-dualité que l'alternance de l'appui respecte. Le mouvement minimal et confortable qui en découle est la condition de la mobilité la plus endurante, au rythme le plus optimal, non sans autoriser des séances de gymnastique ou de mise en forme qui peuvent impliquer un dépassement volontaire. La tempérance dynamique maintient les pieds à une distance en tout point optimale, grâce à une juste alternance évitant toute routine inutile ou non choisie, sans obliger le marcheur à se déséquilibrer via le grand écart de quelque abus, sans que ses pieds droit et gauche ne pointent à l'opposé l'un de l'autre, à la façon inimitable d'un certain Charlie Chaplin. Jusqu'à présent, la tragédie de l'histoire tient précisément au fait que notre pesanteur socio-économique confuse condamne notre dualité fondamentale à l'écartèlement le plus inconfortable, jusqu'à la rupture et la chute périodique de nos sociétés humaines, faute d'avoir pu mettre en place les solutions tempérantes ici proposées. Alors qu'une fois les plateaux sociétaux dûment rapprochés comme il se doit, le délodisme bi-économique agira comme une cale de sécurité apte à éviter au binôme fondamental de se dissocier au point d'opposer nos deux natures, tant à l'échelon individuel que sociétal. La juste tempérisation qui en résultera évitera les pentes glissantes des inversions excessives de ladite balance, puisque, dès que les plateaux s'éloignent de trop, l'alternance nécessaire ne peut qu'accentuer sans cesse l'amplitude des oscillations, aggravant les mouvements de rééquilibrage sans parvenir à en tempérer les excès vis-à-vis d'un double milieu optimal et raisonnablement dynamique. Il sera du ressort de chaque société tempérante, en fonction de sa maturité culturelle, de déterminer la nature du contenu des plateaux en question, tandis que très bientôt, l'analyse minutaire permettra de situer l'emplacement objectivement idéal des cales de sécurité correspondant aux paliers, proportions et envergures à ne pas dépasser, sachant que, par ailleurs, la double existence minimale de chaque citoyen, autorisée par la partition-répartition bi-économique, sera le meilleur gage de paix et de justice pérenne. Enfin,
Le parallélisme binaire ou dual, ainsi mis en place, apparaît déjà comme la transposition macroscopique à l'échelle humaine des formidables découvertes quantiques concernant la double nature, de fait alternativement corpusculaire et ondulatoire, des éléments subatomiques, dont les mystérieux sauts énergétiques expliquent déjà, sinon la cause première de l'existence, du moins l'admirable logique de la dynamique universelle. Tels sont donc les traits principaux de la tempérance délodiste et bi-économique, à travers le biminimalisme qui fleurira à profusion sur le terreau assaini des communautés à venir et dont l'effet libérateur sur le temps vécu par chaque citoyen affranchira ce dernier des obsessions vitales et concurrentielles les plus violentes, condition sine qua non pour que chacun puisse enfin choisir sa vie, entreprendre son destin unique, tout en se sachant intégralement partie prenante d'une véritable identité sociétale, en l'occurrence concrètement républicaine et démocratique. Mars 2021.